Merci Fabrice pour l'invitation. Effectivement, on a pas mal embêté EBDS et API ces dernières années, donc on est content de continuer à travailler avec eux pour connecter nos bornes de recharge. Donc l'objectif de l'intervention, c'est pas forcément de rentrer dans trop de détails techniques à propos de la connectivité, puisque vous êtes tous des experts, donc vous en savez sûrement plus que moi, mais plus de montrer ce cas d'application, comment on a intégré cette connectivité, je vais définir ensuite ce que j'entends par là, et comment elle a pu supporter, accompagner notre croissance. Voilà, donc tout d'abord, je vais faire une toute petite présentation du groupe ChargeGuru The Plug, puis je vais vous montrer quels sont les enjeux pour nous d'une connectivité fiable et résiliente, quelles solutions on a mis en place pour cela, et ensuite comment on a mis en œuvre ces solutions. Voilà, donc tout d'abord, on est un groupe présent dans 8 pays européens, donc français. Donc pour l'instant, 60-70% de notre activité est en France. Donc deux marques, The Plug créé en 2014 et ChargeGuru en 2018. Et donc ces deux sociétés ont fusionné en 2023. Donc notre objectif, c'est d'installer des bornes de recharge, d'offrir une offre de recharge à 360, donc au domicile des collaborateurs pour les offres flotte, en copropriété, donc ça c'est le vaisseau amiral de The Plug, la copropriété, et sur les sites d'entreprise, donc les sites mono-occupants, multi-occupants. On ne fait pas de bornes de recharge sur autoroute par exemple, donc on est surtout sur des bornes de recharge privées. On en a quelques-unes ouvertes au public, mais on se concentre surtout sur la recharge privée. Un exemple de solution, donc la solution en copropriété, pour que vous compreniez un peu plus ce que ça signifie. Donc, en fait, en copropriété, donc ceux qui vivent en copro, vous savez que ça peut être compliqué d'installer des bornes de recharge. Donc là où The Plug vient lever le frein, c'est qu'on va investir dans l'infrastructure collective, donc le compteur électrique dédié aux bornes, l'armoire électrique, les chemins de câbles. Et il n'y a que ceux qui souhaitent une borne de recharge qui vont payer pour ce service. Les autres copropriétaires qui n'ont pas de voiture électrique ne vont rien payer. Donc il suffit juste qu'on soit voté en assemblée générale, que la solution The Plug soit votée, puis on va aller déployer l'infrastructure et on installera une borne par place de parking pour les copropriétaires ou locataires qui le souhaitent. Et donc on va au fur et à mesure densifier le parking comme cela. Et ensuite on va opérer l'infrastructure, donc c'est-à-dire qu'on va apporter l'électricité, donc on souscrit un contrat d'électricité, on s'occupe de la maintenance, des relevés de consommation, etc., etc. Donc comment la connectivité s'inscrit là-dedans ? Pourquoi on a besoin d'une connectivité fiable ? Donc il faut savoir que 95% de nos déploiements de bornes de recharge en entreprise et en copropriété se font en parking souterrain. Donc je mets de côté le cas de la maison individuelle où effectivement en général on est plutôt... il peut y avoir des garages, mais en général il n'y a pas de problème de connectivité particulier. Mais évidemment en parking souterrain, on ne peut pas mettre par exemple des cartes SIM directement dans les bornes de recharge, puisqu'en général il n'y a pas de réseau cellulaire au niveau des bornes de recharge. Donc c'est pour ça qu'on va aller déporter un routeur, donc c'est ce qui est au-dessus de la ligne pointillée, vers l'entrée du parking, soit à l'extérieur, soit dans la rampe, donc ça dépend. Et ensuite, le routeur sera relié à un switch, et donc le switch va être connecté à chacune des bornes de recharge en câble Ethernet. Donc voilà grossièrement comment, en termes hardware, comment se passe comment les bornes sont connectées à Internet, puisque alors c'est très spécifique aux bornes de recharge, mais les bornes en fait communiquent avec un protocole spécifique qui est le protocole OCPP. Je ne sais pas si ça parle à certains, mais donc du coup il y a besoin d'une connexion Internet. C'est ce protocole permet en fait de piloter la recharge, de remonter les données de consommation, d'avoir les logs de maintenance, etc. Donc c'est crucial. En effet, donc si on perd la connectivité, qu'est-ce qui se passe ? Donc en termes de services, donc la plupart, donc ça dépend des cas, mais en général les bornes vont se mettre en puissance réduite pour éviter en fait que l'infrastructure ne disjoncte, puisqu'on sera plus capable de faire du pilotage énergétique. Donc pilotage énergétique, ça veut dire qu'on va venir moduler la puissance de charge en fonction des besoins, pour que la puissance du compteur électrique ne soit pas, on ne vienne pas au-delà de la puissance du compteur.
Des fonctionnalités avancées ne seront plus disponibles, donc par exemple la programmation de la recharge en heure creuse. Et les données de consommation qu'on relève en réel, en temps réel, ne seront plus disponibles évidemment en temps réel, puisqu'on n'a plus de connexion Internet. Concernant la maintenance, donc elle sera rendue plus complexe puisqu'on n'a plus accès au log à distance. Donc il y a les bandes de recharge ont des voyants lumineux, mais bon, c'est assez grossier comme diagnostic. Donc on devra probablement intervenir sur place si jamais il y a un souci. En termes de facturation pour les utilisateurs, évidemment, on ne pourra plus les facturer au réel, puisque, j'en ai pas parlé, mais dans notre business model, on pourra y revenir si besoin, l'utilisateur paye un abonnement plus un prix au kilowattheure, prix différencié hors pleine heure creuse. Mais donc on sera plus capable, évidemment, de facturer au réel, et donc il y aura un report de facturation. Et donc ce sont évidemment des coûts supplémentaires pour nous, et donc une perte de revenus, puisqu'on devra se déplacer, on devra sûrement indemniser les clients. Donc on va éviter au maximum de perdre la connexion avec les bornes de recharge. Donc quelle solution on a mis en place pour cela ? Donc tout d'abord, donc je vous ai dit, The Plug a été créé en 2014, donc on ne connaissait pas EBDS et API à ce moment-là. Je ne sais même pas s'ils existaient, tout juste peut-être. Et donc on a tout d'abord internalisé en fait l'approvisionnement des routeurs, leur programmation. Donc sur le hardware, routeur et antenne, en fait, on se fournissait directement auprès du fabricant, donc en Chine. Donc les limites de cela, c'est qu'en fait, on n'était déjà pas spécialiste de l'approvisionnement, des achats, surtout avec un pays en fait comme la Chine qui a des particularités qu'on connaissait pas très bien. Je me rappelle une fois, on s'était fait avoir, il y avait le Nouvel An chinois, donc tout s'était arrêté. Et donc on a été paralysé pendant plusieurs semaines, le temps d'avoir un nouvel approvisionnement. Sur l'aspect également produit, donc les antennes, j'y connaissais rien en fait avant de connaître BDS, et donc on mettait les premières antennes les moins chères en fait, et on s'est rendu compte que c'est pour ça qu'on avait pas mal de problèmes de connectivité. On y reviendra. Sur la carte SIM, pareil, je pensais pas que ça pouvait être si complexe, mais quand Clément m'a appris les multi-IMSI, les EYCC, des choses comme ça, on s'est rendu compte effectivement que ce point était clé également. Et de même, voilà, on se fournissait chez un fabricant, un fournisseur de SIM directement, sans conseil particulier. Et enfin, donc sur l'intégration, donc le fait de mettre la SIM dans le routeur, de programmer le routeur avec un VPN, on faisait ça en interne. Donc on connectait nos routeurs avec RJ45 à notre PC, on programmait. Donc évidemment, ça demandait beaucoup de temps, il y avait souvent des erreurs. Donc c'était vraiment pas du tout adapté pour accompagner notre croissance. Voilà, je me suis en avoir fait pas mal. Puis c'était pas, la valeur ajoutée n'était pas énorme pour The Plug, c'est pas notre savoir-faire. Et enfin sur la gestion du VPN, donc on avait recruté quelqu'un qui sortait d'école et qui était un ingénieur réseau pour monter le VPN. Donc ce qui fonctionnait à peu près. Mais de même avec l'augmentation du nombre de connexions, le serveur est tombé plusieurs fois. Et donc on s'est dit également que c'était pas notre métier et qu'on préfère externaliser tout ça. Et donc comme vous vous en doutez, donc la solution actuelle, ça a été donc d'externaliser ce service. Donc on l'a appelé Router as a Service. Donc vraiment nous, appel d'offres en 2020, donc quand on a consulté plusieurs partenaires, fournisseurs, on leur a dit je veux un routeur clé en main. Donc là, je vous donne vraiment le point de vue client. Aujourd'hui, je ne veux plus m'occuper de rien. Je veux juste que mes électriciens ils mettent le routeur, ça marche, et je ne veux pas savoir comment ça fonctionne. Bon, en pratique, on a un peu compris comment ça fonctionnait derrière. Mais donc le routeur et les antennes nous ont été fournis par EBDS, donc qui nous a proposé le meilleur produit pour notre business case. Notamment, j'ai découvert là que les antennes étaient un élément clé de la connexion. Évidemment, EBDS connaissait très bien plusieurs fournisseurs et donc a pu négocier de meilleurs prix que ce qu'on avait auparavant, puisqu'il y avait un effet volume évidemment dont bénéficiait EBDS que nous n'avions pas. Et puis la gestion des problèmes de maintenance, le renvoi, alors même si on en a très peu, mais le renvoi des routeurs, la garantie, etc. Pareil, on ne s'en occupait plus. Notre partenaire EBDS s'occupe de tout pour nous. Sur la carte SIM, donc
et juste petite parenthèse, donc en fait EBDS nous a dit ce que vous demandez, l'intégration, enfin un routeur as a service, on va s'associer avec quelqu'un pour le faire parce qu'on n'a pas toutes les compétences pour le faire en interne. Puis ils n'avaient pas forcément envie peut-être de faire ça, donc ils se sont associés avec API. Et donc API fournit en fait tout l'aspect, en tout cas moi dans mon imaginaire, c'est EBDS le hardware et API le software, même si API fournit la carte SIM également. Et donc, effectivement, API nous a dit, voilà, il vous faut ce type de carte SIM, ces fonctionnalités. Et donc, effectivement, ça fonctionne très bien. Sachant qu'on a une problématique internationale également. Donc, tout ce que j'ai dit doit s'appliquer dans les 8 pays qu'on a vus au début. Donc, Irlande, Royaume-Uni, Allemagne, Italie, Portugal, Espagne. Donc, c'est dans l'Union européenne, c'est pas trop compliqué. Mais on leur a dit qu'un jour, on irait peut-être hors de l'UE. Donc, il faudra nous accompagner. Sur la programmation et l'intégration, donc tout ce qu'on faisait auparavant en interne a été externalisé chez API. Donc ils ont leur banc de test, ils font ça de manière plus productive et sans erreur et mieux que nous, donc on est très contents. Et puis encore une fois, on a peut-être que facialement ça nous coûte un peu plus cher ce service, évidemment, puisque avant on le faisait en interne, mais c'est sûr qu'en termes de coût complet, on a gagné puisque avant, voilà, c'est du temps qu'on ne passe plus à faire cela. Et quelqu'un le fait pour nous mieux que nous. Et enfin, la gestion du VPN, donc ça a été ça pour nous le déclenchement à l'origine de notre souhait d'externaliser la solution. Quand le VPN est tombé plusieurs fois, parce qu'on le gérait comme on pouvait en interne, on n'avait pas de compétences particulières sur le sujet, on s'est dit il nous faut un partenaire pour gérer le VPN. Et donc actuellement, voilà, API s'occupe de tout et donc ça fonctionne bien. On n'a pas eu de problème et API accompagne notre croissance. J'ai pas tellement parlé de chiffres parce que je voulais pas vous embêter avec ça, mais effectivement, on a même 15 000 points de charge en France. Donc ce qu'on appelle des points de charge, c'est des bornes de recharge pour véhicules électriques. Alors un routeur peut connecter évidemment plusieurs bornes, mais hors de grandeur, on a à peu près 10 000 routeurs en France et puis quelques centaines à l'étranger. Et donc pour gérer cette croissance, ce nombre de points de connexion au VPN, on est bien content d'avoir pu externaliser cette gestion. Petit focus software, donc on s'est pas mal interrogé sur, alors je ne sais pas si ça, je pense que ça vous parle, mais sur 2 solutions de sécurisation de notre connexion. Donc entre le VPN et des cartes SIM avec IP fixe privée. Donc, je ne suis pas spécialiste, mais je vous dis en tout cas ce que j'ai compris d'un point de vue client. En fait, donc, la solution VPN sur le long terme coûte, je pense, un petit peu plus cher parce qu'il y a un abonnement récurrent, contrairement à la solution IP fixe privée. Même si la solution IP fixe, il faut payer au début un coût initial pour mettre en place l'APN. Mais en fait, on a vu qu'en termes d'avantages, la solution VPN répondait davantage à notre besoin. Donc, je vous ai listé ici les différents avantages que j'ai trouvés à la solution VPN. Donc, en termes de cybersécurité, donc la connexion est sécurisée jusqu'au routeur et non jusqu'à la SIM. Donc, on gagne un peu en cybersécurité puisque quelqu'un qui se brancherait Alors, on est souvent dans des environnements privés, donc il y a peu de risques, mais en tout cas, la sécurisation est faite jusqu'au routeur. En termes de flexibilité, ça c'était vraiment un des arguments clés pour nous. API donc, a la maîtrise totale du routeur grâce au VPN qui est sur le routeur. Par exemple, on a eu besoin d'ouvrir des ports du routeur à un fabricant de bandes de recharge qui devait mettre à jour les bornes, mais ils n'avaient pas d'API, du coup on ne pouvait pas le faire en masse. Donc on leur a dit, très bien, on vous ouvre un port dédié pour vous sur nos routeurs, vous vous connectez directement et vous le faites manuellement, c'est pas notre problème. Mais API a pu ouvrir ce port sur le routeur à ce tiers, donc c'était sécurisé, c'était maîtrisé, ce qui n'aurait pas été possible avec l'IP fixe privé simplement de la SIM. En termes de device management, donc, la première solution de connectivité qu'on avait, c'était une autre marque de routeur. Mais donc grâce au VPN, donc API a récupéré ce parc de routeurs, a mis son VPN dessus, et donc maintenant on a une plateforme de management pour multimarques. Donc c'est également l'avantage du VPN.
Et enfin, dernière chose, donc derrière nos routeurs, on a des bornes de recharge, évidemment. On peut avoir d'autres types d'équipements, comme des contrôleurs, des automates en local, donc du hardware. Et grâce au VPN, donc API par exemple a pu faire en sorte qu'on n'ait pas de redirection de port à programmer sur le routeur. Automatiquement, je n'ai pas tout compris exactement, mais en tout cas ça fonctionne, le routeur va comprendre vers quel port il doit rediriger les flux de données. Voilà, ça fonctionne, c'est magique. Mais en tout cas c'est grâce au VPN. Et de même, on a certaines bornes de recharge qui en fait, pour se connecter à la borne, il nécessite un logiciel dédié. Et donc grâce au VPN du routeur, je peux à distance me connecter à la borne comme si j'étais en local avec mon ordinateur, ce qui n'est pas possible avec la carte SIM IP fixe. Voilà, donc pour tous ces avantages, on a choisi la solution VPN. Voilà. Ça, c'est la plateforme à laquelle on a accès. Donc, c'est un peu les avantages que je citais précédemment, mais donc de pouvoir monitorer effectivement l'état de notre parc de routeurs et de cartes SIM, puisqu'il y a quand même des cas où on a des cartes SIM directement dans les bandes de recharge, sur des parkings extérieurs par exemple. De pouvoir manager la consommation en data de notre parc. Donc, voilà, des fonctionnalités classiques, mais qui nous sont évidemment nécessaires. En termes économiques, peut-être intéressant à noter d'un point de vue client également. Donc, au début, en fait, on avait avec BDS et API un modèle, donc ce que j'appelle ici OPEX plutôt. Donc, si vous voulez, on louait en fait le routeur, le hardware, voilà, qui, au bout de plusieurs années, devenait notre propriété. Donc, c'était un modèle de location. Et en fait, on est passé à un modèle CAPEX. Alors, il y en a peut-être qui iraient dans l'autre sens. Ça dépend évidemment des types d'entreprises. Mais dans notre cas, on est une entreprise d'assets. Comme je l'ai dit rapidement au début, on va investir dans l'infrastructure collective. Donc, on possède nos assets. Donc, c'était plus logique pour nous de se diriger vers un modèle CAPEX. Pourquoi au début, on avait choisi un modèle OPEX ? Parce que donc, dans la phase de croissance de The Plug, on a eu des levées de fonds, on a eu plus ou moins de moyens à un certain moment de la vie de l'entreprise. Et donc on avait plutôt privilégié une solution low capex au début, et donc en louant le matériel. Et voilà, il y a 2 ans, on est passé vers un mode capex. Donc c'est aussi une flexibilité qui était intéressante pour nous à avoir. Et sur ce point encore, API et EBDS nous ont bien accompagnés. Voilà, donc une fois que j'ai dit tout ça, que j'ai le meilleur routeur, les meilleures antennes, la meilleure carte SIM, que j'ai mon VPN, que tout fonctionne bien, évidemment, si c'est mal mis en œuvre par nos installateurs électriciens, donc qui sont des partenaires, on n'a pas d'électricien en interne, et ben ça ne fonctionnera évidemment pas. Si mon routeur, si l'électricien oublie de mettre les antennes, si le routeur est mal installé. Donc la mise en œuvre est clé. Donc c'est pour ça qu'on a demandé à EBDS de nous accompagner sur la formation de nos installateurs. Donc plus précisément, EBDS a formé les chefs de projet The Plug, qui eux-mêmes ensuite ont formé les installateurs. Donc j'ai mis quelques exemples ici qui sont sûrement évidents, mais honnêtement j'en connaissais, je pense, aucun, à part peut-être le test de connectivité qui est un peu plus intuitif. Mais par exemple le fait que certaines antennes ont besoin d'un plan de masse, donc notamment les antennes magnétiques. Donc si je mets l'antenne sur du plastique, elle va beaucoup moins bien fonctionner. Si vous voulez plus de détails sur comment ça fonctionne exactement, OBDS pourra répondre. En tout cas, je vous dis ce à quoi on sensibilise nos électriciens. Le fait que la 4G fonctionne surtout en MIMO 2.2, donc en gros qu'il faille 2 antennes. Pareil, moi je me disais, bon, une antenne, ça fonctionne bien. Pas mal d'électriciens se sont dit la même chose. Mais donc on les sensibilise évidemment au fait qu'il faille bien mettre les 2 antennes. En bas à droite, le positionnement des antennes est clé. Donc évidemment, si l'antenne est mise comme sur la partie de gauche là, avec la croix rouge, ça va arroser le sol et le ciel, mais ça va servir à rien pour aller réceptionner le signal. Donc voilà, le fait de mettre l'antenne verticale est évidemment un point clé. Et enfin, les tests de connectivité, donc quand même former un minimum sur la signification du dBm, des choses comme ça, sont essentielles. Donc voilà quelques notions qu'on essaye d'inculquer à nos installateurs électriciens qui ont moins l'habitude de cet aspect connectivité. Donc, eux, ils maîtrisent le courant fort, mais ce qui est courant faible, réception d'un signal,
c'est moins évident pour eux. Voilà, donc on essaye un peu de rentrer quand même un tout petit peu dans le détail de les schémas de réception de signal d'une antenne, ce genre de choses comme ça à gauche, pour qu'ils puissent comprendre comment installer les antennes. Et enfin, je ne sais plus si c'est la dernière slide, mais je crois, notre partenaire nous a accompagnés également, EBDS API, sur pas mal de cas particuliers qu'on a eus, donc notamment des endroits où il y avait très peu de signal, quoi qu'on fasse, en fait, on n'arrivait pas à capter. Donc on allait voir EBDS, on leur a dit on ne comprend pas, il n'y a rien qui marche, est-ce que vous avez une solution? Donc ils nous ont proposé par exemple cette antenne directionnelle donc on a regardé où était l'antenne de l'opérateur télécom la plus proche, dans quelle direction. Et donc EBDS nous a aidé à choisir la meilleure antenne directionnelle. En Espagne, par exemple, on a un problème en ce moment, une incompatibilité entre une carte SIM et un type de borne de recharge. Donc pareil, là c'est API qui gère avec l'opérateur télécom espagnol et le fabricant de la SIM pour comprendre qu'est-ce qui dysfonctionne. Probablement c'est que les cartes SIM sont trop bien en fait et que le modem dans la borne a du mal à supporter la SIM, ou en tout cas voilà, ça la met en défaut. Mais encore une fois, on a été incapable de gérer ça nous-mêmes, donc on est bien content d'avoir un partenaire qui le fait pour nous. Et enfin, un peu comme dans le choix de l'antenne directionnelle, donc en général, nous, nos installateurs, pour mesurer la réception du signal, alors il y en a peut-être, ça va faire crier certains d'entre vous, mais en tout cas ils utilisent leur téléphone, ou il y a des applications sur le téléphone qui permettent de mesurer ça. Nous, comme on est en déploiement, en environnement urbain en général, il y a quand même un bon réseau, il suffit juste de ne pas être dans le parking, ça suffit. Mais il y a certains cas où ça ne suffit pas, donc on a plusieurs fois utilisé des outils de BDS Sniper, je pense que c'est une marque, mais qui nous permet de précisément mesurer quel est le meilleur signal, et donc qui va nous permettre d'être meilleurs dans le choix de l'opérateur télécom notamment.